Écoutez, on y va. Ok, donc moi, mon objectif, c'est de faire un peu un état des lieux régional du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Donc, on a vu que depuis la période post-2011, on a de nombreuses reconfigurations dans certains pays. On a une fragmentation de l'État. On le voit en Libye, on le voit en Syrie, on le voit également au Yémen. Et encore plus aujourd'hui au Yémen avec la question séparatiste sud qui est je me rappelle plus de son nom, mais qui a fui le Yémen il y a même pas quelques Mhm, jours. mhm. Et de l'autre côté, on a des États qui avaient plus ou moins réussi le pari de 2011, comme la Tunisie, mais qui retombent en fait dans un renforcement autoritaire. Donc on a la Tunisie, on a également l'Égypte et les pays du Golfe qui, eux, n'ont pas été victimes de 2011 parce qu'ils ont réussi à éviter cela. Mais on voit qu'on a un retour à l'autoritarisme sous un peut-être différent angle. Et on a certains auteurs et certains chercheurs qui parlent de ce qu'on dit, de ce qu'ils appellent un retour à l'état coercitif plutôt qu'un effondrement généralisé. Donc, ma première question à ce sujet, si on peut avoir une discussion dessus, ça serait est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une recomposition du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord autour d'une nouvelle forme d'État? Ou assiste-t-on plutôt à une sorte de stabilisation autoritaire, masquant en fait certaines fragilités que ces gouvernements-ci essayent de ne pas trop mettre en avant auprès de leur population? Ouais. Bon, votre question est très à propos dans le sens où on a l'impression d'une transition constante au niveau des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, mais je dirais que dans le même temps, aucun schéma ne semble ressembler entièrement à l'autre. C'est là qu'on a une variété de configurations qui prévalent. Alors, pour un peu mettre, on va dire, une sorte, sans parler d'échelle des priorités, mais pour mettre une sorte de panorama de ce qui prévaut effectivement, c'est vrai qu'on peut prendre, je ne sais pas si on doit dire comme un élément fondateur, parce que je ne crois pas que ce soit entièrement un élément fondateur, mais en tout cas, on peut prendre comme point de départ le printemps arabe en 2011 et la manière par laquelle on a eu euh, des formes de reconfiguration, mais qui finalement ne sont pas allées jusqu'à ce que certains escomptaient, à savoir cette donne qui aurait mené vers des schémas, on va dire, plus démocratiques. Sur ce plan-là, d'abord préciser, parce qu'il y a il y a une idée qui revient souvent, qui consiste à dire oui, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord sont incompatibles avec la démocratie. Je crois que c'est pas vrai du tout. Et il y a eu un fort moment démocratique dans plusieurs pays de la région, ou on va dire plusieurs zones de la région, qui a coïncidé avec l'ère des indépendances, la période post-Seconde Guerre mondiale, l'ONU, le droit des peuples et l'autodétermination. On a eu beaucoup de pays dans lesquels on a eu un foisonnement démocratique à l'époque. Mais dans le même temps, cela a été rattrapé par une réalité régionale instrumentalisée, j'ai envie de dire, qui a été pour beaucoup la question israélo-arabe. Bon, ça reste un sujet à part, mais on va retrouver, je crois, dans ce qu'on va développer et discuter aujourd'hui. Donc, pour revenir au moment de 2011, oui, il y a une grande effusion, de grandes ambitions ou attentes. Le moment tunisien était effectivement un moment très, très prometteur dans le sens où les premiers pas ont consacrer, on va dire, une voie potentiellement prometteuse sur le plan démocratique, mais dans le même temps, je crois que ce qui a beaucoup, d'un côté, ce qui a beaucoup effrayé, c'est quelque part cette réitération du moment algérien du début des années 90, c'est-à-dire les islamistes, hop, ils ont le vent en poupe, de plus dans un pays qui était la Tunisie, qui était plutôt anti-mouvements islamistes. Donc voilà, il y a eu la grande surprise dans ce sens-là qui a amené, je crois, une forme de collusion occidentale, et en l'occurrence européenne, avec les forces rétives vis-à-vis d'un moment islamiste dans la région. Et bien sûr, ce qui a suivi en Égypte également, avec ce grand moment islamiste, n'a pas rassuré, on va dire, les pays occidentaux. Bon, ça, c'est une part de la donne. Je crois que l'autre part de la donne qu'il faut préciser, avant que de revenir plus précisément à votre question et à votre angle, c'est aussi celui qui, de mon point de vue, se caractérise par on va dire, un dévoiement ou une disruption, je crois que c'est un anglicisme, mais en tout cas un détournement du moment populaire prometteur du fait des interventions étrangères. Je crois que la Tunisie, ça a été un moment national, ça a été vraiment
un mouvement populaire venu de l'intérieur vis-à-vis des frustrations qui étaient entretenues vis-à-vis du régime de Ben Ali. Le moment égyptien a été un peu entre les deux. Je veux dire, bon, il y a eu également les Égyptiens dans les rues et ils voulaient un changement, mais dans le même temps, il y a eu, de manière, on va dire, prouvée à ce jour, des financements qui sont venus de l'extérieur, un encouragement américain à ce que les Égyptiens poussent pour une sortie du pouvoir de Moubarak on va dire, dans un contexte dans lequel les militaires ont été utilisés pour assurer cette transition. Bon, ça a été le moment égyptien. Euh, Résultat des courses, troisième donne, et c'est là qu'on a un point fondamental, la Libye. Et la Libye, ça a été gestion par l'extérieur, l'OTAN qui est intervenue, et je crois que c'est là qu'on a vraiment coupé court à la possibilité pour les moments démocratiques pour d'émerger de manière naturelle. Donc tout cela pour dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité, je crois, de la région avec la démocratie, mais dans le même temps, il y a tellement d'interférences étrangères que l'on en vient à, on va dire, à une redéfinition et à une réorientation de ce qu'aurait pu être le moment naturel dans ces pays-là. Alors, est-ce qu'il faut une intervention étrangère parce que sinon il y aura un bain de sang? Bon, probablement. Mais dans le même temps, je crois que tous les moments révolutionnaires sont passés, ou pour beaucoup d'entre eux, sont passés malheureusement par un bain de sang. Et bon, là, une fois encore, ça devient un autre débat. Donc, est-ce qu'on a une consolidation du moment autoritaire dans le moment post-printemps arabe? Ben, on semble y assister. Les pays qui avaient connu une évolution propre avant le printemps arabe, je suis en train de penser à l'Irak en l'occurrence, on pourrait penser au Liban également. Bon, ces pays-là ne sont pas entrés entièrement dans la donne, ne sont pas entrés finalement dans la donne post-printemps arabe. Pour le reste des pays, oui, je crois que pratiquement tous les pays de la région ont connu leur moment post-printemps arabe ou leur moment printemps arabe, mais dans le même temps, chaque pays a eu, j'en reviens à ce que je disais au début, chaque pays a eu sa propre donne, sa donne singulière en l'occurrence. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas généraliser. Mais je crois que les pays du Golfe, parce qu'ils ont eu, pour beaucoup d'entre eux, pour la majorité d'entre eux, ont connu aussi des mouvements populaires. Je crois qu'ils ont été sauvés pour beaucoup par on va dire, une jonction ou une intersection de leurs moyens économiques et financiers ainsi que du soutien diplomatique dont ils bénéficient du fait de cette manne en tant que telle. Vous vous souvenez peut-être, on avait parlé à l'époque de l'alliance des monarchies qui faisait qu'elles étaient préservées. Je crois que ça n'a rien à voir avec cela. C'est juste qu'ils ont réussi on va dire, à s'en sortir à travers les moyens dont ils disposent. Le moment marocain était très intéressant. Le roi du Maroc était à peu près responsable de la politique avant 2011 avec sa réforme constitutionnelle. Il est au-dessus de tout ça et il intervient comme médiateur et conciliateur. Donc voilà, je crois que chacun a réussi à tirer son épingle du jeu. Mais c'est vrai qu'il y a un mouvement autoritaire fort qui est revenu à travers les années. Et c'est pourquoi le printemps arabe, finalement, a constitué une opportunité, a constitué un espoir, mais dans le même temps, je crois qu'on peut qu'être on ne peut qu'être prudent et même frustré d'ailleurs devant ce que ce moment aurait pu être et ce à quoi il a abouti. Je rejoins totalement votre avis par rapport au fait que la question démocratique correspond également au Moyen-Orient et à l'Afrique du Nord. On l'a vu à plusieurs reprises. Dans les années 20, avec la Syrie, il y a eu une tentative également de créer une constitution qui répond aux attentes de la grande Syrie à cette époque. On parlait donc du Liban et Syrie comme de cette manière-là, qui est tombée à l'eau à la suite du décès du président américain Woodrow Wilson. Mm. Ensuite, on a vu des tentatives de manifestations en Algérie dans les années 80 contre le gouvernement de Chadli, avant Mm. donc la guerre civile qui a engendré une décennie noire jusqu'en 2002-2003. Et puis ensuite, on a eu la vague des printemps arabes qui a impacté de différentes façons, comme vous l'avez mis en avant, la Tunisie, l'Égypte, la Libye dans un premier temps, puis ensuite la Syrie qui a sombré dans une guerre civile, le Yémen également, et la Libye qui est complètement divisée entre Benghazi et Tripoli. Et puis là, on voit également en 2019, on a eu aussi une deuxième vague qui a moins fait l'écho que la première, avec l'Irak, avec Tishrin, le Liban à la suite de la taxe WhatsApp, qui a été l'élément déclencheur, l'Algérie avec le Hirak également. On a cette vague-là et le Soudan également. Cette vague-là s'est un peu estompée puisque le Covid-19 est apparu, donc on a eu moins de durée sur cette période-ci. Et ça a été moins mis également en avant sur les médias, mais on voit que ça a un impact assez différent puisque le Soudan actuellement est dans une guerre civile qui est assez atroce. On voit des implications étrangères, comme vous l'avez mis en avant avec la Libye. L'Irak a eu une période
calme pendant quelques moments en 2020, puis on a ressombré sur un gouvernement qui a du mal à se retrouver. L'Algérie qui on a cette impression que pour le moment tout va bien de la part de la population qui met en avant cela, mais quand on étudie un peu plus la politique du président, la place importante des militaires et la question également économique et les relations algériennes avec les autres pays d'Afrique, on voit que la tendance est encore à rude épreuve. Donc c'est vrai qu'on est j'arrive à comprendre pourquoi certains chercheurs parlent d'une stabilisation autoritaire, pourquoi d'autres parlent d'un retour à l'état coercitif. J'ai pu discuter avec un chercheur qui me parle d'une certaine paranoïa de Kais Saïd en Tunisie, et c'est la raison pour laquelle il est devenu de plus en plus autoritaire. Il aimerait qu'on évite de parler en fait une comparaison Ben Ali et Kais Saïd parce que les deux sont quand même assez différents. Kais Saïd a été élu a également modifié la Constitution, etc. Mais il a une certaine légitimité, entre guillemets, que Ben Ali n'a pas eu. Donc voilà, mais et ça, j'en reviens du coup à ma deuxième question, c'est que pas mal de personnes parlent d'une fin d'un moment révolutionnaire, puisque pas mal d'États ont réussi à éviter en fait d'avoir une troisième vague de manifestations, sauf que le Maroc a surpris très rapidement avec le mouvement Gen Z 212 qui demande en fait à ce que le gouvernement puisse adopter des mesures adéquates sur la question sociale, les institutions publiques de l'État et arrêter, entre guillemets, de mettre de l'argent à tout va, notamment sur les infrastructures qui servent actuellement pour la CAN 2025. Et on a aussi la Tunisie qui, depuis le 10 octobre 2025, effectue des mouvements de manifestation, notamment pour des questions de toxicité qui s'est produit à Gabès, et puis encore à l'égard du gouvernement, puisque l'économie tunisienne dégringole de plus en plus. Donc, est-ce que pour vous, il faut peut-être plus faire attention à ne pas adopter un comportement déterministe pour dire fin d'une révolution dans l'espace arabe, moyen-oriental, ou alors on rentre bien dans cette vague en fait de mise à terme révolutionnaire? Alors, bien sûr, je ne lis pas dans une boule de cristal, donc je ne pourrais qu'être sur la spéculation sur ce sens-là. Mais pour moi, rien n'est éternel finalement. Rien ne prévaut à long terme. Je veux dire, tout comme la vie humaine, la vie des pays et la vie de la région est faite de cycles, même si ces cycles semblent s'inscrire parfois sur le temps long. Alors, sur les exemples très intéressants que vous avez évoqués, centrés sur l'Afrique du Nord, en l'occurrence, il y a des particularités, mais il y a aussi des similitudes. Moi, si j'avais à retenir une similitude à travers tous les pays d'Afrique du Nord, que je pourrais étendre d'ailleurs aux pays du Moyen-Orient, au Proche-Orient traditionnel, tels que le Liban que vous avez évoqué ou tels que l'Irak, un point commun, c'est quand même l'absence de structuration de la société civile. Ça, c'est quelque chose, c'est une tare pour ces différents mouvements. C'est d'autant plus une tare qu'il y a un potentiel. Pourquoi? Parce que quand vous regardez le nombre de jeunes qui prévalent dans tous ces pays, ce sont tous des pays jeunes. Moi, je crois que les jeunes sont effectivement la génération du renouvellement. Et c'est là qu'il y a un potentiel qu'il ne faut pas négliger. C'est pour ça que je dis que je m'attends toujours à ce qu'il y ait un moment de basculement, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il interviendra. Mais je veux dire, si le printemps arabe nous a enseigné quelque chose, c'est bien le fait que rien n'était pérenne et qu'en l'occurrence, les demandes ou les quêtes de changement, soit de régime, soit de politique du régime, sont quelque chose qui reste quand même assez présent et assez ancré dans les paysages. Mais cette absence de structuration des sociétés civiles, en l'occurrence de la jeunesse, prévaut aussi dans un contexte dans lequel les gouvernements et on va dire, les tenants du pouvoir sont à même également de renforcer, on va dire, leur volonté d'une manière qui est autoritaire, que ce soit dans le cas de Kais Saïed, ou dans le cas des Algériens, ou dans le cas des Marocains. Mais là où il y a une spécificité des configurations, c'est par exemple, si je regarde le cas du Maroc, moi, ce qui me fait sourire dans le cas du Maroc, c'est que d'un côté, on a quand même une responsabilité du Marzen, une responsabilité du roi qui prévaut parce qu'il y a des fonds qui sont captés quand même par ce pouvoir royal de manière assez conséquente. Le roi n'est pas étranger à la configuration politique et économique qui prévaut dans le pays, mais dans le même temps, toute la responsabilité est mise sur le gouvernement.
Donc, on a une forme de outsourcing, en fait, une forme de sous-traitance qui prévaut, à savoir que, ben, voyez ça avec le gouvernement et dites-moi si vous voulez que j'aide un peu dans la donne, je verrai ce que je peux faire. Donc, voilà. Et ça, quelque part, c'est une validation du fait autoritaire. Regardez les Marocains dans la population, ils ont deux lignes rouges, le Sahara occidental et le pouvoir royal. Donc ça, c'est quelque chose qui les limite, quoi qu'il en soit, dans la possibilité pour eux d'aller vers une reconfiguration entière du système. Sans jugement de valeur sur la question par ailleurs, mais c'est juste qu'il y a un constat, c'est que les manifestations, je crois, ne sont pas débridées dans le sens, dans le même temps. Ils ne vont pas jusqu'à manifester effectivement ce qui serait au cœur de la revendication de la part de beaucoup de Marocains. Dans le contexte algérien, moi je crois qu'on a également, oui, on a une donne autoritaire. Je veux dire, le problème des Algériens, c'est qu'ils ne sont pas une monarchie dans les faits institutionnels, mais c'est une formulation qui prévaut, tout comme le Maroc voisin, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir autoritaire avec on sait bien qu'il y a un basculement entre militaires et services de renseignement suivant les détenteurs du pouvoir. Je crois pas que Tebboune ait toutes les clés en main. Mais dans le même temps, il n'est pas prisonnier des logiques qui sont autour. Il est victime consentante, on pourrait dire. Donc, et comme cela prévaut vis-à-vis d'une société civile qui est complètement désorganisée, qui, lorsqu'ils organisent une manifestation, on n'est pas sûr que les organisateurs se soient levés pour être sur le lieu du rendez-vous. Et là, je n'invente rien, je vous parle d'exemples dont on m'a parlé directement. Ça n'aide absolument pas. Et dans le cas de la Tunisie, comme vous l'avez dit, il y a un fait très intéressant, c'est que Kais Saied a été élu. Mais en fait, il a été élu pour renforcer son autoritarisme dans le même temps en disant, mais j'agis, pardon, pour votre bien, vous, population, je vous protège de vos ennemis. La Révolution française n'a pas été différente. La Révolution iranienne en 79 n'a pas été différente. C'est-à-dire que vous optez pour moi et je suis populaire, ben, je vais en profiter pour me débarrasser de mes propres ennemis en vous utilisant comme, on va dire, caution pour cela. Bon, c'est la manière par laquelle les choses prévalent, à savoir que l'absence de structuration de la société civile est voulue par les pouvoirs, incontestablement. Dans le même temps, je crois que les sociétés civiles, malgré cette absence de structuration, ben, pourraient, on va dire, être plus en avant dans la contestation, dans la mise en avant de leurs revendications. Mais vous savez, en Tunisie, il faut pas se leurrer, hein. Et je parle de la Tunisie spécifiquement parce que pour moi, il y a quand même un exemple très, très intéressant dans la Tunisie. C'est qu'il y a une effusion de type démocratique, à savoir nous voulons du changement et nous voulons le mettre plus en avant, etc. Mais très honnêtement, c'est sur la Tunisie des côtes. Et pour ce qui concerne le reste, qui est dans les rues? Je veux dire, bon, ça peut arriver de temps en temps, mais on n'est pas dans le moment étendu, on va dire. C'est pas Sidi Bou Saïd et Sidi Bouzid en 2011 qui tous les deux sont dans la revendication. On est dans une configuration différente. Donc voilà, c'est là où on est bloqué. Mais moi, je continue sans avoir de boule de cristal, en étant dans la spéculation, sans savoir le moment et quand il viendra. Mais je crois que des pays et une région qui ont un taux de jeunes, j'ai plus les chiffres en tête, mais on est vraiment dans une majorité de jeunes de moins de 35 ans pour le moins, qui auront des ambitions, qui veulent un changement, ben, je crois que cela fait que les systèmes, à terme, devront se renouveler. Comment? Je ne sais absolument pas. À quel moment? Je ne sais pas. Mais je demeure positif et optimiste, c'est-à-dire que j'ai tendance à vouloir prendre à ce stade-là, maintenant, au bout de 15 ans de printemps arabe, j'ai pas toujours été positif, très, très honnêtement, pas toujours été très, très optimiste, mais j'ai tendance à vouloir voir dans ces moments avortés, ou dans ces moments, on va dire, frustrés même, des formes de rodage par rapport à ce qui pourrait prévaloir à un moment. Je crois que la rupture sera sur le chemin, mais comment, il faut encore, je ne suis pas en capacité de vous dire. Et pour du coup essayer d'aller sur un autre sujet, on a, enfin j'ai remarqué, et enfin vous allez me contredire, mais il y a une certaine réactivation des discours nationalistes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, mais c'est pas un nationalisme panarabiste qu'on a connu sous Nasser, sous le régime de Saddam Hussein, etc. C'est plutôt un nationalisme étatique. C'est un nationalisme égyptien, un nationalisme saoudien, etc., etc., qui est souvent un peu dépolitisé, centré sur la stabilité, l'ordre et la loyauté de l'État, plutôt que sur des projets idéologiques. Ça, on est encore en train d'étudier les discours de ces différents leaders.
On a une exception, c'est l'exception algérienne qui est encore sur un nationalisme arabe à l'état pur, et c'est la raison pour laquelle l'Algérie se positionne différemment sur la question palestinienne que les autres États arabes du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Comment vous analysez-vous la montée de ces nationalismes étatiques post-idéologiques? S'agit-il en fait d'une recomposition durable des identités politiques ou d'une stratégie défensive des régimes face à la crise de légitimité? Et en quoi le nationalisme algérien constitue-t-il cette exception-là dans le paysage régional? Et comment cette singularité influence-t-elle la trajectoire politique post-2019? Je pose cette question-là également pour l'Algérie parce que ce nationalisme-là est aussi lié à son histoire particulière qui est liée donc à la guerre de libération, ensuite à la guerre civile avec la décennie noire, etc. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être apporter un tout petit peu plus de précision sur la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, sur cette question-ci? D'accord, oui, bien sûr. Alors, si on prend les évolutions de la région dans une donne globale, en remontant à l'ère des indépendances, en l'occurrence, et à ce qui a suivi dans la décennie 1950, 1960, Nasser que vous avez évoqué, également le moment de l'indépendance algérienne. Bon, tout cela a créé on va dire, a mise en avant un discours idéologique qui effectivement disait nous les Arabes nous sommes frères et tous ensemble, et le moment où la création d'Israël en tant que telle a aussi, on va dire, a aussi assis ou renforcé cette posture comme telle. Mais très honnêtement, et quand on regarde les choses avec le recul, je ne suis pas sûr que le moment pan-arabe ait été autre chose qu'une quête par les États de leur propre nationalisme. Je veux dire, Nasser, il a fait sa République arabe unie avec les Syriens. Ça a duré 3 ans, de 1958 à 1961. Pourquoi ça n'a duré que 3 ans? Parce que Nasser, il concentrait le commandement. Les Syriens disaient, mais où est-ce qu'on existe? Voilà, tu dis on est ensemble, le pan-arabe, ok, on s'aime, etc. On est des Arabes, on va unir nos forces, mais dans le même temps, c'est toi qui es en train de prendre toutes les décisions sur le plan militaire, en l'occurrence. Donc voilà, ça, c'était une des indications, on va dire, en ce sens-là. Après, moi, je crois qu'il y a parmi les exemples intéressants de la région, oui, la Ligue arabe a été créée en 1945. La Jordanie ne voulait pas la rejoindre. C'est les Britanniques qui lui ont dit non, non, mais vas-y. Pourquoi? Parce que en ayant un élément rétif et perturbateur, ben, on a un élément qui, d'un côté, permet, on va dire, de limiter l'union des forces, et dans le même temps, on a un peu l'espion dans la place. Je crois qu'il y a beaucoup de cela. Donc, tout ça pour dire que je ne crois pas que le panarabisme ait été autre chose qu'un discours qui a été repris et instrumentalisé par des leaders qui voulaient, pour leur part, s'ériger comme les héros régionaux, héros aussi bien OS que AUT. Donc, Nasser, ça a été cette expression comme telle. Une fois Nasser mort, je crois que en 1970, je crois que ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il y a eu une crise de légitimité ou une crise de la représentation autour du panarabisme tel qu'incarné par une figure forte. Nasser a bénéficié de la crise de Suez de 1956. C'est ça qui lui a permis d'avoir son aura comme tel. Au-delà de cela, ce qui a prévu à travers les temps, bah, regardez l'Égypte. Sadat n'arrivait pas à la cheville de Nasser, très honnêtement. Moubarak, je n'en parle même pas. Sisi, aujourd'hui, ben voilà, il essaye d'être un peu la figure paternelle des Égyptiens. C'est assez marrant quand on voit sa manière par laquelle il réagit. Ça me fait un peu, pardon, c'est une parenthèse qui va paraître complètement absurde, mais ça me fait penser à une figure de je sais plus quelle bande dessinée de Lucky Luke dans laquelle on a je sais pas, de shérif, je crois, qui vient, il dit petit polisson va, etc. Je veux dire, c'est ça. C'est un peu je te rassure, je suis avec toi, etc. Mais pour le reste, non, c'est une figure autoritaire qui, pour sa part, essaye de se donner des apparences de personnes en continuité avec le peuple. Donc voilà, c'est décision nationale, décision nationaliste effectivement, mais qui, de mon point de vue, n'est pas nouvelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout État a prévalu dans la région. Saddam Hussein en Irak était très pan-arabe, mais pan-arabe qui ramenait les choses à sa donne. Et c'est un peu ce qui a provoqué sa perte par ailleurs, cette volonté de dire, voilà, nous sommes pan-arabes, mais moi je vais être le leader de la donne. Assad en Syrie, ça a été la même donne également, c'est-à-dire, oui, nous parlons au nom des Arabes, etc. Il y avait une logique qui s'articulait avec le Hezbollah, qui s'articulait jusqu'à un certain point avec le Hamas, et on a eu la donne iranienne qui les a soutenus, mais dans le même temps, on a bien vu que chaque pays cherchait à sauvegarder sa donne. Donc tout ça pour dire que le nationalisme est une tendance forte, mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est
qu'effectivement, devant la crise de représentation de leaders forts charismatiques, je veux dire, ben, on recourt de nouveau à cette donne nationaliste. Pourquoi? Parce que c'est une fibre qui parle aux gens, effectivement. Je crois que le moment nationaliste arabe tel qu'il se recompose ou tel qu'il se réaffirme aujourd'hui n'est pas très différent de l'identity politics tel qu'on en parle à niveau international, à savoir la nation avant tout. Et c'est une manière effectivement de survivre dans l'environnement régional. Et je crois que c'est là qu'on a un point clé. Les gouvernements luttent pour leur survie, les leaders luttent pour leur survie. Il n'y a aucun leader qui vraiment est disposé à organiser des élections pleinement démocratiques. Et ça ne prévaut pas seulement dans le sens ou dans le cas des pays avec des tendances autoritaires lourdes comme l'Égypte, comme j'ai envie de dire comme la plupart des États de la région en l'occurrence, mais j'ai envie d'amener des exceptions qui confirment cette même règle. Je suis en train de penser au cas de l'Irak en l'occurrence. Vous regardez les revendications de ces derniers jours en Irak, de manière très intéressante, la revendication de l'un des leaders kurdes irakiens qui, pour sa part, dit puisque les Kurdes ont la présidence, ça veut dire que seulement les Kurdes doivent déterminer qui sera ce président. Bah, ça, c'est pas une tendance démocratique. La même chose s'exerce au niveau du Parlement irakien, avec les sunnites qui veulent déterminer le speaker sunnite ou le président du Parlement sunnite, et au niveau du gouvernement qui, pour sa part, a pour production, on va dire, ou pour émanation, un Premier ministre chiite. Donc on a un peu finalement, j'ai envie de dire, cette libanisation des perspectives qui est en train de prévaloir au niveau irakien. Tout cela, c'est pas de la démocratie. Si on veut que toutes les composantes de la société soient représentées de manière équitable, ben, c'est des élections ouvertes, sans quotas communautaires, etc. Donc oui, le nationalisme est une manière pour les leaders de s'ériger comme étant les défendeurs de la cause et les défendeurs de la nation comme telle, en disant je vous protège, vous êtes safe par rapport à tout ce qu'on est en train de voir dans l'environnement. Mais une fois encore, j'insiste, je crois que c'est plutôt une confirmation du fait qui prévalait précédemment. Mais j'avoue que je suis un pessimiste sur la cause panarabe. C'est-à-dire que la cause panarabe, pour moi, c'est plus une cause qui est restée concrètement dans les arcanes intellectuels des années 1940 que vraiment dans les convictions des leaders qui l'ont utilisée. Oui, complètement. On voit qu'au final, la cause panarabe n'incluait pas une spécificité importante du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, c'est qu'il y a énormément d'ethnies et d'identités qui ne se lient pas, en fait, qui ne se reconnaissent pas dans ce panarabisme et dans cette idée d'avoir un nationalisme arabe à l'état pur. Et c'est la raison aussi pour laquelle ça n'a pas complètement fonctionné, parce qu'on a vu, par exemple, on parle des Kurdes, que ce soit en Syrie, en Turquie, en Iran, en Irak, ils n'arrivent pas du tout à s'identifier à cette idée de panarabisme, puisqu'on exclut en fait leur identité kurde. C'est également le cas pour les Druzes, que ce soit au Liban, les Maronites, etc. Mais aussi avec les Kabyles et les Touaregs dans la région Afrique du Nord, avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Et c'est aussi la raison pour laquelle la question du nationalisme doit être peut-être réétudiée pour voir si, à ce moment-là, on ne pourrait pas inclure les autres entités qui représentent ces États-là. Et c'est aussi peut-être la raison pour laquelle on parle maintenant que de nationalisme étatique, nationalisme saoudien, égyptien, et non plus trop de nationalisme arabe pour ces pays-ci, en dehors de l'Algérie encore, qui est un cas spécifique dans cette question-là. Et à ce moment-là, pour aller sur un autre sujet, il y a un État qui m'intrigue beaucoup, c'est la Libye. On voit que donc la Libye est énormément décrite comme étant un non-État, c'est-à-dire qu'elle ne répond plus aux critères de la Convention de Montevideo, où on a un État souverain qui gère sa population, qui a un territoire qui est unifié, etc., etc. On voit que depuis 2011, depuis la chute de Kadhafi, on a une bataille entre Benghazi et Tripoli, mais pas que. On a aussi l'émergence de milices qui se battent le territoire. Et en étudiant un peu plus en fait la question libyenne, on se rend compte que la Libye, pour vulgariser les mots, n'est pas un État qui a l'habitude d'être gouverné par un seul État et une seule entité. On l'a vu avec Kadhafi, c'était plus une sorte de lutte tribale pour pouvoir un peu unifier toutes les tribus. C'est un peu le cas avec l'Arabie Saoudite où la famille Saoud a dû s'allier avec toutes les tribus bédouines pour pouvoir créer le royaume saoudien. Donc on a un petit peu la même idée avec la Libye, bien que les autres pays ont aussi cette idée tribale, mais qui n'est pas autant ancrée que la Libye a proprement parlé. Et donc, est-ce que pour vous, on peut analyser la Libye comme étant un État complètement failli
euh, ou alors plutôt comme un espace de pluralité d'ordres politiques qui se battent le contrôle du pays. Et est-ce que cela implique-t-il que à ce moment-là, il y aurait une tentative de reconstruction politique, mais avec quelle entité? Est-ce que c'est les milices qui pourraient contrôler le pays, ou est-ce que ça va être un groupe politique, ou alors va-t-on tomber sur un régime qui va décentraliser son contrôle et laisser les tribus contrôler le pays? Enfin voilà. Enfin, c'est plutôt là, on est plutôt sur une conclusion ouverte de la Libye parce que c'est quand même très intéressant et il n'y a pas autant d'informations sur la cause libyenne à ce sujet. Oui. Non, la Libye est effectivement un cas intéressant. J'ai envie de vous dire que pour parler d'État failli, il faudrait déjà qu'il y ait eu un État, ce qui n'est pas toujours C'est clair ça. dans le cas libyen. Effectivement, il y a une spécificité libyenne, il y a les trois fameuses régions qui prévalent, avec leurs propres composantes et particularités qui ne sont pas exactement identiques. La tripolitaine, la cyrénaïque et le fezzan ont chacun des logiques différentes. Le fait tribal est beaucoup plus poussé dans le cas du fezzan au sud. Il est également présent dans le cas de la cyrénaïque. Il est également présent, mais peut-être de manière moins prononcée en tripolitaine dans les termes généraux. Mais en tout cas, tout cela a précédé Kadhafi même. Le roi Idriss lui-même, quand il était aux commandes j'allais vous dire de l'État libyen, on va dire du pays libyen, le roi Idriss lui-même a décidé que voilà, je vais pas toucher aux régions, mais dans le même temps, je vais faire une représentation et dealer avec les uns et les autres. Kadhafi lui-même n'a pas changé la donne dans le sens où lui-même devait composer avec des allégeances de type clanique et tribal, histoire de maintenir une forme aussi bien histoire de garantir aussi bien une forme de maintien au pouvoir que de tentative de légitimisation de son propre pouvoir. Et lui-même disait d'ailleurs, moi je ne suis pas l'État, hein, moi je ne suis que le guide et ce sont les gens qui décident, etc. On va dire c'était un pouvoir autoritaire bien entendu, hein, et voire même on peut parler de tendance dictatoriale assez prononcée dans le cas de Mohamed Kadhafi, mais sur le fond, c'est aussi qu'il pouvait, je crois, difficilement dépasser une réalité sociologique qui faisait ou qui se caractérisait par des tendances très ancrées on va dire dans le fait territorial et dans le fait traditionnel, hein. Et ça prévaut jusqu'aujourd'hui. Je veux dire, petite parenthèse, mais vous avez des gens qui peuvent vivre à Benghazi et qui sont vus comme étant pas entièrement de Benghazi ou de Cyrénaïque et pas entièrement purs sur le fait tribal parce qu'ils ont un arrière-grand-père qui, pour sa part, venait de Misrata. Et donc, cet arrière-grand-père de Misrata serait même venu de Turquie, etc. Donc, il y a cette configuration et cette quête de la légitimation constante qui est très prononcée dans le cas libyen. Maintenant, dans ce que vous avez évoqué sur la concurrence des faits du pouvoir, oui, c'est une concurrence qui fait qu'on a deux gros pôles, on va dire, qui sont Tripoli et Benghazi. Ça, c'est un schéma traditionnel. Benghazi a été, on va dire, aux avant-postes révolutionnaires avec le printemps arabe en 2011, mais ce n'était pas nouveau. Déjà, sous Kadhafi, c'était une ville assez réactionnaire, assez rétive vis-à-vis du pouvoir central tel qu'incarné par Kadhafi à l'époque. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? C'est là que je veux un peu rebondir sur ce que vous disiez, notamment par rapport dans votre transition par rapport à notre question précédente sur la reconfiguration. Reconfiguration, j'ai envie de dire, du fait, je dirais, socio-nationaliste, socio-territorial dans la région. Oui, je crois que la région est en transition, incontestablement. Il y a tout juste 10 ans, il y a eu pas mal d'articles dans la presse occidentale qui étaient parus qui reflétaient de manière intéressante, qui revenaient de manière intéressante sur Sykes-Picot. En disant Sykes-Picot, ça a été la définition d'une partie des frontières de la région. Serait-on dans une refonte ou un questionnement, voire une recomposition on va dire de l'effet Sykes-Picot? Il y a quelque chose qui est en train bien sûr, de bouger en ce sens-là. Je ne mettrai pas forcément l'Algérie dans la donne. Je crois qu'on voit bien que le mouvement d'autonomie de la Kabylie n'est pas assez abouti, on va dire, donc malgré les revendications. Je ne mettrai pas le Maroc non plus, parce que je crois que la revendication du fait communautaire interne est quand même très très limitée. Le nationalisme marocain continue à marcher. En Libye, il n'y a pas de création de ce fait. Il y a juste un fait comme tel, qui est que les tribus, bon, il y a un État, ok, bon, on va y adhérer, mais dans le même temps, voilà, nous, on est ancré dans notre paysage.
Et on le voit dans quelques configurations. Je suis en train de penser notamment à la tribu des Aoulad Suleiman et des Toubous dans le sud de la Libye, qui pour leur part ont des bisbilles constantes. Et ces bisbilles sont indépendamment de l'État. Et l'État, enfin quand je dis l'État, le gouvernement intervient de temps en temps pour dire oui, oui, faites une médiation, mais voilà. Je veux dire, c'est des spécificités très locales. Et donc là où les choses sont plus nouvelles, on va dire, et plus fondamentales, c'est bon. L'Irak, on sait qu'il y a un fait communautaire incontestablement qui se traduit à travers la configuration du pouvoir. C'est un pouvoir éclaté suivant les trois principales communautés. Le Liban, il y a un fait qui remonte au pacte national de 1943. C'est absolument pas nouveau. C'est tabou peut-être, on le reconnaît pas exactement, mais je vais dire le fameux régime de Mohassassa, etc., les quotas communautaires et tels qu'ils sont établis, et les 128 membres du Parlement qui sont sur des quotas communautaires, plus le pouvoir, le président est toujours maronite, le Premier ministre est toujours sunnite, et ainsi de suite. Bon, tout cela, ça prévalait déjà avant Taif de 89 d'ailleurs, et c'est quelque chose qui a été plus inscrit, on va dire, ou plus confirmé dans les tendances depuis les élections qui étaient intervenues dans les années 90 et ainsi de suite. Mais les faits plus nouveaux, c'est notamment, moi je crois quelque chose qu'il faut absolument pas sous-estimer, c'est la reconfiguration j'ai envie de dire post 7 octobre 2023 de la donne régionale, avec Israël très au centre de reconfigurations qui sont des reconfigurations communautaires. On n'en entend absolument pas parler, mais je crois qu'on est devant une refonte du fameux plan du Grand Moyen-Orient tel qu'il avait été mis en avant par l'administration Bush en 2004 de mémoire, Oui, enfin c'est dans ça. la période 2002-2004. Euh, Regardez la Syrie. La Syrie, ce sont des communautés. Vous avez cité les Druzes. Oui, les Druzes disent on veut pas de cet État, on veut pas de ce. Enfin, beaucoup d'entre eux disent on veut pas de ce président terroriste. C'est pas notre président. Ben, on va vers Israël. Et Israël dit oui, les communautés, on veut pas qu'on touche aux minorités. Vous avez les événements qui sont intervenus en janvier 2026 à Alep, avec notamment cette confrontation entre le pouvoir syrien et ses soutiens et les Kurdes de la ville, et par extension la cause kurde, on va dire syrienne, les Israéliens qui viennent dire non, 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 on touche pas aux minorités. Donc tout cela, il y a une reconfiguration des faits minoritaires qui n'augure de rien de bon pour le fait nationaliste et national syrien. Donc en d'autres termes, je crois que ouais, il y a une cantonisation de la Syrie qui est en cours, et même si on va sauver les apparences en ayant un président et un pouvoir central, ce sont des communautés, je ne veux pas oublier les Alaouites, bien sûr, et la manière par laquelle eux-mêmes sont rétifs par rapport à ce pouvoir. Et ça va pas, il va pas avoir de retour, il va pas avoir de retour en arrière par rapport à cela. Donc je crois que le fait nationaliste est perdu dans un pays très fort sur le plan symbolique qui est la Syrie, hein, parce que la Syrie a résisté, malgré l'instrumentalisation par le pouvoir de la donne communautaire, avait résisté jusqu'à présent à tout ce qui était une atteinte à ce fait national et nationaliste syrien. Donc il y a une tendance engagée, je crois, en ce sens-là. Peut-être que ceux qui sont plutôt préservés devant cette tendance engagée, c'est quand même les pays du Golfe, Oui. avec un grand point d'interrogation sur le Yémen, parce que le Yémen est fragmenté, quoi qu'il en soit, malgré maintenant le Conseil national de transition qui dit on revient dans le rang, etc. Mais je crois que le Yémen est plutôt dans un moment dans lequel les Saoudiens réussissent à reprendre la donne du fait de leur forte connexion avec l'administration Trump. C'est ce qui fait que les Émirats arabes unis, pour leur part, ont dû un peu se coucher, j'ai envie de dire, devant la donne au Yémen. Mais oui, il faut surveiller de près toutes ces recompositions sur le plan communautaire. Il y a une dizaine d'années, j'avais commis un article dans lequel je disais que ouais, le fait communautaire, il faudrait pas l'exagérer. Je crois qu'à l'époque, il fallait pas l'exagérer. Mais aujourd'hui, on est dans une autre donne. Pourquoi? Parce que l'affaiblissement du fait national dans certains pays fait qu'on revient à des atavismes. Quels sont les atavismes? Ben, d'où est-ce que je viens? Ben, je viens d'une communauté particulière. Qui va me préserver? Ma communauté, si jamais je ne fais pas confiance au pouvoir. Et si on prend en compte, une fois encore, le fait que je ne veux pas entrer dans des théories du complot, loin de moi cette intention, mais peut-être en disant cela, je suis en train de faire un peu de complotisme, mais pour moi, c'est très évident, la manière par laquelle Israël est en train de recomposer la donne régionale se fait sur des bases communautaires, et le discours israélien lui-même est basé sur un fait communautaire. Dans le cas du Liban, c'est, on va dire, c'est un peu pain béni pour eux, c'est-à-dire qu'il y a une donne communautaire
par nature qui prévaut là-bas. Dans le cas de la Syrie, il y a un fait nouveau et une faiblesse du pouvoir et une annihilation pardon, par les Israéliens il y a un an, suite à la chute du pouvoir de Bachar al-Assad, des moyens militaires détenus par la Syrie, qui fait que les Israéliens se sentent encore plus en position de pouvoir et en position de force. Et si tout cela se combine à une donne dans laquelle, même en Irak, on voit bien que bon, le fait communautaire est assez poussé, assez avancé, et que de surcroît, on a, je crois que les derniers vecteurs qui restent dans la région sur les pôles alternatifs vis-à-vis des États-Unis et de leur politique ou vis-à-vis d'Israël, c'est l'Iran. Et on voit ce qui est en train d'advenir de l'Iran aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas je ne sais pas où sera le Moyen-Orient dans 10 ans, mais il y a des tendances engagées qui, à mon avis, n'augurent pas forcément de quelque chose de bon pour beaucoup de pouvoirs tels qu'ils sont ancrés dans leur paysage aujourd'hui. Mais une fois encore, on en revient là à ce qu'on disait en tout début de cette discussion que l'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a absolument aucune configuration qui ressemble à l'autre. C'est d'ailleurs, je ne suis pas dans le sens, je ne m'inscris pas dans dans un sens déterministe régional, à savoir ce qui prévaut ici va prévaloir pour tout le monde. Non, je crois que certains faits nationaux vont prévaloir, d'autres vont s'affaisser, jusqu'au moment où on va reconnaître que oui, il y a une recomposition de fait des frontières. C'est ça qui va se passer. Mais vous savez, quand le mur de Berlin est tombé en 1989, on a mis 10-12 ans à réaliser que c'était le moment américain unipolaire. On ne réalise jamais les choses sur le coup, et les tendances s'inscrivent, ou on va dire, les tendances de fond s'engage vers quelque chose dont on reconnaît la réalité au bout d'un moment. Il nous faut de la distance historique pour pouvoir voir qu'effectivement, on a un fait nouveau. Donc, vous avez évoqué la convention de Montevideo. Oui, je crois que même le moment westphalien, quelque part, l'a cédé, est en train de le céder à autre chose dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, plus la Libye pour ce qui concerne l'Afrique du Nord. Rejoins complètement votre hypothèse, et c'est vrai que le 7 octobre 2023 démontre en fait cette idée-là que la notion même d'État, la notion de communautarisme prend un sens complètement différent. Et par rapport au discours d'Israël, on le voit très bien. Enfin, Israël ne se cache plus du tout. On voit une carte géographique de recomposition du Moyen-Orient. Et on constate qu'ils autorisent la création d'entités en fonction des communautés. Donc, on a vraiment un État druze qui est mis en avant par une carte israélienne, chose qui auparavant n'était impensable, notamment durant les accords de Sykes-Picot. Et c'est vrai que là, cette donne moyen-orientale change chaque jour. On se dit qu'on ne va pas avoir de manifestations aussi poussées. Et puis au final, bam, on voit ce qui se passe en Iran. On voit également ce qui se passe en Syrie. On a une possible intervention américaine en Iran et une intervention israélienne également en Iran, chose qu'Iran ne condamne et ne veut pas. Mais quand on voit aussi que le descendant du Shah réclame cela et la population demande à ce que les États-Unis ne se mêlent pas, on voit totalement une sorte de dissociation politique entre ce qui se passe et le politique qui veut mettre en place sa propre idée. Donc c'est vrai que là, ce qui se passe complètement dans la région moyen-orientale est assez intéressante, et voir ce qui se produira, et la distance historique et la distance qu'on doit adopter aujourd'hui est quand même assez intéressante, puisque ça nous permet également de recentrer nos idées et de comprendre également ce qui se passe, et de ne pas peut-être à ce moment-là placer son opinion historique sur la région, alors qu'on se rend compte que faire un déterminisme et dire qu'il faut faire ça, 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 au final, ça ne fonctionne pas. Et l'une de mes questions va se tourner sur la question des milices, tout simplement, parce que les Américains ont demandé à ce que l'Irak, se démilice. Il y a une démilicisation de l'Irak, que l'Irak avait au départ accepté fin décembre. Le président du Sénat, si je ne me trompe pas, avait demandé à ce que les milices irakiennes rendent les armes. Une partie des milices aurait accepté. Le Hezbollah a refusé, donc Kataeb et Hezbollah ont refusé catégoriquement cette démilicisation du pays. Chose à voir, donc il y a encore des discours à ce sujet, et le gouvernement de Soudani s'est rétracté à ce sujet également. Donc on voit que la question des milices est importante. On le voit aussi au Liban, avec le Hezbollah qui refuse de rendre les armes sous le justificatif d'Israël, chose qui a été déjà mise en avant en 1975, etc. On a le Hamas qui est aussi sous la question de rendre les armes. Donc on a quand même une partie du Hamas qui est complètement désintégrée.
qui reconnaissent cela à condition que le fait colonisateur s'arrête, et c'est quelque chose qui est complètement impossible pour Israël. Donc pour vous, et la Syrie qui est remplie il y a une centaines, voire beaucoup plus de milices qui là est complètement divisée. On a des milices tournées sur la question gouvernementale, on a d'autres du côté kurde, etc., etc. Donc, est-ce que l'institutionnalisation des milices dans certains pays, comme au Yémen, comme en Irak, comme au Liban, comme en Syrie, renforce-t-elle paradoxalement la capacité de l'État ou consacre-t-elle une forme durable de souveraineté fragmentée? Et est-ce qu'on devrait, à ce moment-là, est-ce que les milices doivent être analysées avant tout comme des facteurs de fragmentation étatique ou comme des formes alternatives, certes violentes dans plusieurs égards, de gouvernance dans des contextes d'effondrement ou de retrait d'État? Mhm, mhm. Il y a un grand point d'interrogation sur le rôle futur des milices, des acteurs non étatiques dans les évolutions moyen-orientales. On constate de manière intéressante, début 2026, qu'il y a une insistance ou une nouvelle insistance de la part de beaucoup d'acteurs ou d'États de la région de la nécessité de non seulement de limiter, mais on pourrait même dire d'annihiler le fait milicien ou le fait para-étatique. C'est le cas en Syrie, bien entendu. C'est également le cas en Irak, comme vous l'avez souligné, on va revenir sur cela, mais c'est aussi le cas au Yémen, à savoir que le Conseil national de transition lui-même, depuis qu'il a été, enfin avec cette tendance dans laquelle il est happé ou aspiré par l'Arabie saoudite, lui-même dit pas de milice, c'est la condition pour que l'État puisse prévaloir de manière pleine et entière. Bon, tout ça c'est du discours, mais du discours qui répond à cette crainte, bien sûr, de la part des gouvernements de se voir concurrencés par l'action de ces milices. Et c'est là qu'on a quelque chose de très intéressant dans les tendances engagées sur le plan régional, parce que pour rebondir une fois encore sur le moment post-7 octobre 2023, c'est à travers la volonté de la part des Israéliens d'affaiblir l'Iran qu'il y a eu une confiscation des bras armés de l'Iran dans la région. Et pour beaucoup, la chute du gouvernement Assad a permis cela également. Je veux dire, ça a Complètement. permis vraiment une recalibration, oui, Ouais. de la donne régionale. Le Hamas, qui bien sûr que pour sa part est sunnite et non pas chiite, était quand même, parce qu'il est très affaibli aujourd'hui, mais il était un élément fondamental dans les bras, on va dire, de l'axe anti-impérialiste régional qui incluait l'Iran. Aujourd'hui, il est vraiment dans une mauvaise posture. Mais dans le même temps, les tentatives de revivification de l'autorité nationale palestinienne, franchement, ne vont pas aller loin pour l'instant. Et je doute de la capacité de cette autorité palestinienne à vraiment avoir un sursaut ou une légitimité qui s'impose à tout un chacun, notamment dans la bande de Gaza. Mais bon, c'est un sujet à part. Pour ce qui concerne la Syrie, on a un fait para-étatique en Syrie. Les Druzes, c'est incontestablement le cas. Le cher Hakmat al-Hajri, pour ce qui concerne les Druzes, effectivement, réussit à former, à mettre sa formation, là, le fameux conseil militaire de Souaïda, qui pour sa part agit comme une milice complètement sur le terrain. Du côté des Kurdes, des forces démocratiques syriennes, on a effectivement également cette tendance qui est engagée, qui est une tendance para-étatique anti-gouvernementale. Les Alaouites et les chrétiens, c'est plus compliqué, on va dire. Les chrétiens, c'est assez intéressant, hein, dans le sens où les chrétiens, finalement, disent, OK, on peut adhérer à ce pouvoir s'il sauvegarde nos intérêts. Et j'ai pas d'indication sur l'émergence d'un fait milicien de la part des chrétiens de Syrie, ni même de la part des Alaouites de Syrie, même s'il y a une tentative de former un mouvement alternatif, même si il y a notamment des tentatives de création d'une représentation politique ou sociopolitique à tout le moins, mais ça ne va pas loin. Mais en tout cas, tout ça là, c'est une fragmentation du fait national au bénéfice d'émergence communautaire. Et si on prend l'autre exemple que vous avez évoqué, qui est celui de ah, bien sûr, je ne peux pas oublier le cas du Hezbollah libanais, qui est très affaibli. Alors, début 2026, on a des déclarations de la part de certains experts israéliens qui disent attention, il est affaibli, mais il pourrait se ressaisir, et c'est la raison pour laquelle il nous faut continuer nos bombardements à l'encontre de ses positions. Oui, mais est-ce qu'il va renaître? J'ai pas envie de parler de cendre pour le Hezbollah. Je crois que également, même si on tue une organisation, on ne va pas tuer une idéologie. En l'occurrence, il y a quand même des adeptes qui continuent à prévaloir, hein, de manière assez conséquente, des adeptes du Hezbollah, au Liban surtout.
dans le sud du Liban pour ce qui concerne la zone de concentration de sa popularité. Mais oui, le Hezbollah est très, très clairement affaibli. Et donc, tout cela, ça affaiblit l'Iran, bien entendu, et reste le cas, j'en oublie certainement, je ne vais pas oublier les Houthis, etc., mais bon, reste le cas des fameuses milices chiites irakiennes qui, effectivement, ne sont pas au mieux de leur forme aujourd'hui, qui, avec la chute du gouvernement ou du régime Assad, ont quand même pas mal perdu de leurs moyens, qui continuent à survivre sur le plan non seulement verbal, mais également sur le plan concret, du fait de leur influence sur le gouvernement irakien, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et c'est la raison pour laquelle certains de leurs représentants ont certaines déclarations de temps en temps en disant attention, on est là. On a des accusations vis-à-vis de l'Iran qui continueraient, notamment à travers le ministre des Affaires étrangères iranien dans ses visites en Irak, à leur donner 100 millions de dollars. Ça, c'est les dernières révélations dont je sais, et donc je ne sais pas ce qu'il faut croire parce qu'elles viennent surtout des services de renseignement israéliens. Mais oui, les fameuses forces à majorité chiite, milicienne et para-étatique irakienne, luttent pour leur survie quelque part. Après, ce qui reste comme extension on va dire, pour leur survie, c'est quand même le fait que le gouvernement va rester chiite. Et au niveau d'un gouvernement chiite, sans dire que ce gouvernement est pro-milice chiite irakienne, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a certains éléments parce qu'ils veulent garder des éléments d'action sur le plan militaire et sur le plan sécuritaire, voire du renseignement, ben, je crois pourraient chercher à aménager quelque part ces milices comme telles. Mais ça ne veut pas dire que ces milices vont avoir la capacité d'aboutissement et la capacité d'action qu'elles ont eues précédemment. Donc tout ça pour dire que milices affaiblies, mais milices existantes quand même. Et donc je crois que ça reste des relais potentiels pour le futur, si jamais il venait à avoir un effondrement clair de la structure étatique et de la structure gouvernementale. Pourquoi? Parce que il faut pas oublier que ce qui va compter finalement, je veux dire, il n'y a pas, ça c'est un peu les lois des relations internationales de la science politique, que vaut un gouvernement ou que vaut une représentation étatique sans le peuple? Bah rien. Je veux dire, un gouvernement représente la population, c'est pour ça qu'il existe. Donc si jamais les populations ont besoin de relais qui leur permettent de dire, voilà, on ne veut plus de ce gouvernement, on va compter avec ce leader, on va compter avec cette formation. Là, on a des options qui seraient plutôt prêtes, on va dire, pour dire, bah voilà, nous, on va prendre le devant de la chose. Mais ça, c'est en gestation, une fois encore. Et si on a un modèle qui est intéressant sur ce plan-là, ben, je reviens à la donne druze. Je crois que la donne syrienne druze. Je crois qu'elle est très, très intéressante parce qu'on a une indication de ce qui pourrait prévaloir dans tous les endroits dans lesquels il y a un rejet entier d'une structuration étatique et gouvernementale affaiblie pour sa part. Mais une fois encore, là, il est trop tôt pour savoir comment les choses vont s'orienter de manière globale. Mais oui, il y a une fragmentation du fait étatique qu'il faut surveiller de près, une fois encore. Et donc, avant d'aller sur ma dernière question, qui serait peut-être une conclusion ouverte, où on pourrait avoir un petit moment discussion en dehors de tout cela, par rapport à l'Irak, sur les milices, si je ne me trompe pas, les milices ont été institutionnalisées en tant qu'armée de l'Irak en juillet 2025, chose qui a quand même fait très rapidement polémique, puisque c'est le Hashd al-Sha'bi qui est l'entité qui contrôle quasiment toutes les milices irakiennes. Et ces milices-là reçoivent des milliards de dollars en termes de financement. Je ne me rappelle plus le financement final. Je crois que c'était aux alentours de 3 milliards, mais j'ai un petit doute dessus. Mais voilà, donc c'était plus pour retourner dessus. Et c'est vrai que depuis la chute du régime de Bachar el-Assad, le petit couloir qui lie l'Iran, l'Irak au Liban, du Hezbollah, donc le sud-Liban, est complètement affaibli. Et c'est la raison pour laquelle on se pose la question de savoir quel sera le futur de ces milices. Et comme vous mettez en avant le fait que, et de manière très intéressante, on peut mettre un terme, entre guillemets, à l'organisation, mais pas du tout à l'idéologie fondatrice, en fait, de ces milices-ci. Et donc, ma conclusion ouverte, parce qu'on retombe beaucoup dessus, on le voit également avec la question palestinienne, la question yéménite et libyenne, en plus du Soudan et du reste de la région, c'est que si l'on devait penser le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, non plus à partir d'un État westphalien classique, mais à partir de la coexistence d'États, des milices, d'économies de guerre, etc. Quel cadre théorique vous semble aujourd'hui les plus heuristiques? Si jamais si jamais les États devaient se maintenir comme tels,
C'est Si ça. vous pouvez répéter la question, pardon. Si on devait penser le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, non plus à partir du concept de l'État westphalien classique, mais plutôt de la Mhm. coexistence d'États dans leur structure en tant que telle, entre Mhm. recomposition, entre économie de guerre, entre séparation Benghazi-Tripoli, nord-sud du Yémen, la reconstitution de la Palestine, puisqu'on parle d'un État palestinien, etc. Quel cadre en fait théorique vous semble actuellement un petit peu adéquat aujourd'hui pour qualifier en fait ce Moyen-Orient et l'Afrique du Nord? Mhm. Je crois qu'il n'y a aucun cadre théorique adéquat, parce que notre limitation dans tout cela, c'est qu'on, vous l'avez dit, on a un ordre westphalien ou post-westphalien sur lequel on est en train de bâtir, mais tout cela, ce sont des idées occidentales qui, pour beaucoup également, excluent les spécificités des cultures et les spécificités des populations. Alors, le système international est bâti sur des orientations qui, pour beaucoup, sont occidentales. Et ce concept d'État-nation a tendance à mettre de côté un fait sociologique qui pourrait nous rattraper, qui est le fait sociologique basique, hein, qui est dans tous les manuels de sociologie, on va dire, qui est l'un des principes de base de la sociologie, qui est le fait qu'on a l'articulation individu, famille, clan, tribu qui prévaut. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas, on ne le voit pas dans les sociétés occidentales, bien sûr, on le voit beaucoup moins, mais il est très, très présent dans les pays du Moyen-Orient. Donc, la crise de la représentation nationale ne peut qu'encourager à opérer un retour pour beaucoup de gens vers leur zone d'affiliation, vers leur berceau finalement. Et le berceau, qu'est-ce que c'est? Le berceau finalement, c'est la communauté. Donc, quand je dis communauté, c'est communauté, on va dire, une communauté qui prend en compte un fait socio-territorial. Et c'est là que je veux apporter une nuance. Parce que si, je ne sais pas ce qui va rester de la bande de Gaza, et je crois que le phénomène d'annexion d'une bonne partie de la bande de Gaza est engagé à travers la fameuse ligne jaune instaurée par les Israéliens, etc. Mais pour ce qui resterait de Gaza, par exemple, je crois que ce serait pas je ne crois pas que sur le court terme, à tout le moins, ce soit un fait communautaire entier, un fait sunnite entier. Non, je crois que ce serait un fait sunnite qui s'articulerait aussi à une donne territoriale qui continuerait à clamer l'affiliation palestinienne. Et je crois que c'est là le fait que les Palestiniens aient été privés d'un État va faire qu'ils vont toujours tenir à un État. Euh, donc ça, pour moi, voilà, c'est une configuration qui n'est pas entièrement communautaire, qui s'articule aussi à un fait national virtuel, mais un fait national auquel ils tiennent. Même chose pour la Cisjordanie, en l'occurrence. Donc ça, c'est d'un côté, je crois. Et n'oublions pas, d'ailleurs, même à Gaza, il y a quelques communautés chrétiennes. C'est une minorité, mais il y en a quelques-unes. Mais en Cisjordanie, il y a un fait chrétien aussi qui est important. Donc le fait communautaire, je crois, ne va pas l'emporter dans cette spécificité sur j'ai envie de dire le mythe, malheureusement, d'un fait national palestinien auquel ils voudront connecter. Pour ce qui concerne le reste de la région, on est aussi dans des configurations qui sont singulières, pardon. Je crois que l'Irak, sur le moyen terme, ne va pas aller jusqu'à s'effondrer et avoir une série de Bantoustans. Mais de manière intéressante, aujourd'hui, vous n'avez pas de fait chiite unitaire irakien. Vous avez plusieurs orientations, idéologies, agendas qui prévalent et qui font que les chiites ne sont pas unis à partir du moment où on les laisse parler politique et on les laisse parler représentation nationale. Mais si jamais il y avait un effondrement du gouvernement national irakien, ce qui reste spéculatif à ce stade-là, parce qu'il est faible, mais il n'est pas effondré, bien sûr. Si jamais il y avait un effondrement, là, je crois que oui, Kurdes, sunnites, chiites, ce seraient les gros blocs qui émergeraient avec certaines nuances en leur sein. Regardez, une fois encore, les Druzes syriens, c'est ce qui s'est passé. Ils ne sont pas les principales formations, on va dire les trois pôles druzes syriens ne sont absolument pas d'accord sur leurs orientations politiques et sur leur rapport au pouvoir. Mais à partir du moment où il y a eu une grosse crise, l'essentiel a été capté par un leader. Et une milice a recomposé ou a composé ses forces de manière à dire oui, voilà, nous sommes un pôle qui représente notre communauté. Donc je crois que c'est ça qui serait un peu sur le devant de la scène, mais tout en sachant que oui, la Libye, c'est également un terrain qui est d'ores et déjà prêt, pas pour une composition communautaire autour du fait religieux, parce que c'est assez homogène,
Mais plutôt du fait ethnique, oui, au niveau du fait ethnique, fait ethnique et régional. Je veux dire, Benghazi, vous savez, Benghazi ne veut pas connecter à Tripoli, hein. Ils sont autant sunnites et libyens l'un que l'autre, on va dire, pour leur majorité. Il n'empêche que chacun veut sa spécificité régionale. Ça, ce serait également quelque chose, on va dire, que rebondirait sur quelque chose de similaire à ce qu'on disait dans le cas des Palestiniens. Et voilà, si je prends le cas de la Syrie ou même le cas du Liban, ben, il y a des communautés prêtes pour dire, bon voilà, nous-mêmes, nous émergeons indépendamment d'une affiliation nationale. Mais une fois encore, ce que je vous dis, je me méfie des accélérations de l'histoire. Mais ce que je vous dis, voilà, je crois pas, je crois que d'ici à 10 ans, on aura peut-être une fragmentation supplémentaire du fait national, mais sans pour autant que l'on soit devant une consécration entière de ce fait. Après, d'ici à 20 ans, je ne préjuge absolument rien, et d'ici à 30 ans, encore moins. Ouais. Donc voilà, restons prudents, mais dans le même temps, restons conscients de ce que quelque chose est en gestation. Je suis assez d'avis sur la question de faire prudence et de ne pas plaquer l'histoire sur ce qui se passe aujourd'hui. Et là, on constate très clairement que la vision occidentale qui a été imposée dans la région est complètement en fragmentation et démontre qu'on ne peut pas appliquer une vision qu'on a, nous, acquis sur une partie du monde qui, eux, n'ont pas cette habitude-là et dont les communautés, la question communautaire, la question de patrie, d'idéologie, de nationalisme et autres n'est pas la même que ce que l'Occident voulait projeter dans cette région du monde, mais pas que ce soit de manière générale en Afrique, en Amérique latine, également en Asie de manière dans sa grande, dans son ensemble. La vision occidentale est de plus en plus contrariée et de plus en plus contestée, et c'est ce qu'on voit également aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour votre temps. Merci Je ne à vous vous. accapare pas plus. Et puis, je vous tiendrai au courant de la date à laquelle on publiera notre entretien, et je vous enverrai également une retranscription pour que vous puissiez également jeter un coup d'œil à cela. Donc voilà, Très merci. bien, ben, merci beaucoup. Avec grand Merci, très belle plaisir. journée. Au revoir. À vous aussi, merci, au revoir.